Et on se retrouve dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour une heure d'échange en toute liberté avec vous, avec bien sûr l'actualité et au cœur de l'actualité, la nomination d'un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Michel Barnier qui a donc été désigné par Emmanuel Macron. Pour faire quoi? Avec quelle marge de manœuvre? C'est ce que nous allons voir. Et surtout avec quelle majorité pour voter ces textes dont le très ardu projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget. Est-ce vraiment Marine Le Pen qui a rendu possible cette nomination à Matignon? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon continue-t-il d'affirmer que l'élection a été volée aux Français? Et puis comment se fait-il que les Républicains se retrouvent au centre du jeu malgré leur faible score aux législatives? Voilà quelques pistes de débat qui s'annoncent passionnantes avec vous Michel. Sans oublier bien sûr, et c'est aux souverainistes que je m'adresse, quelle vision de l'Europe pour Michel Barnier qui affirmait avant la présidentielle de 2022 vouloir restaurer la souveraineté de la France et son influence dans le monde. Votre avis va nous intéresser dans un instant. On évoquera aussi, Michel, l'éducation nationale, la rentrée des classes, 12 millions d'élèves, sous le signe de l'inquiétude à la fois des professeurs et des parents d'élèves. Comment remplacer le savoir au cœur de l'école et comment remédier à la crise d'attractivité du métier d'enseignant. Là aussi, beaucoup de pistes, beaucoup de solutions à entendre de votre part. On entendra Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui sort un livre sur son expérience au gouvernement et qui a des mots assez durs envers Emmanuel Macron. Enfin, l'antisémitisme qui continue de frapper partout en Europe, notamment à Munich où l'on commémorait cette semaine l'attentat des JO de 72, 11 athlètes israéliens assassinés par des membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir. Voilà pour les grandes lignes de nos débats aujourd'hui dans ce Face à Michel Onfray. Michel, alors, Michel Barnier, en deux mots, qu'est-ce que ça vous inspire? Pas grand-chose. C'était très attendu. Je veux dire, moi, oui. Oui. Et il est arrivé tard quand même dans la liste et la valse des noms qui sont... Ce qui était inattendu, c'était le nom de Michel Barnier. Mais ce n'est pas mon propos. Moi, je me paraît sympathique, le personnage. Puis il est de la Savoie, si j'ai bien compris. Oui, alors là, oui, savoyard. Donc j'ai rien à dire sur Michel Barnier. J'ai à dire sur l'homme politique, c'est-à-dire sur le personnage qui se trouve là. Moi, je dis depuis des années que de toute façon, les dés sont pipés parce que quoi qu'on fasse, quels que soient les votes, on a toujours un maastrichtien au pouvoir. Que ce soit le chef de l'État, et de droite et de gauche, ça a été Mitterrand, Chirac, ça a été Sarkozy, Hollande, ça a été qui l'on voudra, mais à chaque fois, on a affaire à quelqu'un qui défend cette même idéologie. Donc moi, je savais que ce serait un maastrichtien. Oui, quel que soit le nom. Vous l'aviez dit la semaine dernière, d'ailleurs. Oui. C'est ainsi fait. La démocratie s'est effondrée depuis très longtemps, depuis qu'effectivement, tout est fait pour qu'à chaque fois, on ait la même idéologie. Après, on change le ruban. On a un petit jeune et un personnage avec de la maturité. On a des gens sympathiques et des gens qui le sont moins. On a des gens nerveux, excités, et puis d'autres qui sont des petites boules, etc. Et donc, après, on fait semblant de dire « Ah, c'est lui, c'est pas lui. Oh là là, c'est lui. Ah là là, c'est lui, c'est formidable. » C'est la même chose. On change juste le paquet. On n'avait pas besoin de consulter aussi longtemps quand Emmanuel Macron a consulté une fois les Français avec les Européennes et qu'il a perdu. Donc il ne fallait pas refaire une discussion et reconsulter, c'est ça? Mais il est sourd, ce monsieur. C'est-à-dire il est sourd parce qu'il y a un moment donné où quand on consulte le peuple, on écoute le peuple et le peuple vous dit quelque chose. C'est une manie de toute façon depuis bien longtemps, au moins 2005. Et le traité contre lequel les Français ont voté, massivement, ils ont dit non. Et on leur a dit, traité de Lisbonne, vous aurez la même chose. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a eu un moment donné, j'ai pas les dates en tête, puis de toute façon, j'ai pas la mémoire des dates, mais Macron nous avait dit, si Marine Le Pen devait gagner, ce serait une catastrophe. Aux européennes, pas presque dernière, mais celle d'avant. Elle a gagné, il a dit on a gagné de si peu que ça s'appelle pas perdre. Non, on a perdu de si peu que ça s'appelle pas perdre. On s'y perd nous-mêmes. Oui, et donc il fait ça à chaque fois. C'est-à-dire que quand les gens disent on veut pas, il met quelqu'un qui est très exactement le contraire de ce que les gens souhaitent, etc. Donc là, moi je savais qu'on n'aurait évidemment pas la France insoumise et qu'on n'aurait évidemment pas le Rassemblement national. Voilà quelqu'un qui veut rassembler tout le monde sauf 10 millions de gens et 7 millions de gens. Hein. Voilà quelqu'un qui nous dit je prends tout le monde sauf ceux qui sont mes adversaires, donc je prends uniquement moi. Je ne sais plus si c'est Marine Tondelier qui a dit une chose juste ou Mathilde Panot en disant qu'il allait nommer un clone. Elle avait raison. C'était évident, c'était bien vu. Le chef de l'État aurait dû comprendre. Et là, il a dit comment puis-je faire pour passer par-dessus la tête des Français? Il a dit je vais chercher quelqu'un qui va défendre Maastricht. Et Michel Barnier est formidable pour ça. C'est un européiste convaincu qui nous dit qu'il est gaulliste depuis toujours. Et qui nous dit qu'il est souverainiste. Et ça, on va y revenir dans un instant, Michel. Parce qu'on va tirer le fil des prises de position de Michel Barnier. On va aussi tirer le fil des
toutes les déclarations politiques. Mais d'abord, j'avais envie de commencer avec cette séquence assez succulente qui s'est déroulée dans la cour de Matignon au moment de la passation des pouvoirs entre Gabriel Attal, Premier ministre sortant, et Michel Barnier, Premier ministre entrant, puisque Michel Barnier a dû patienter pendant plus de 20 minutes que son prédécesseur veuille bien lui donner la parole. Écoutez cet échange, vous allez me dire ce que vous en pensez entre les deux hommes. Je peux dire quelques mots, là. Mesdames, Messieurs, d'abord, merci à toutes les équipes des services du Premier ministre d'être là, autour de Gabriel Attal. J'ai bien aimé, cher Gabriel, la manière dont vous avez remercié ces équipes, les membres de votre gouvernement. J'ai bien aimé la manière dont vous avez salué le courage, l'honneur avec lequel, partout en France métropolitaine et outre-mer, les forces de sécurité assument au prix parfois de leur vie la sécurité des citoyens, j'y reviendrai. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné non pas des leçons, hein. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Qu'il lui donne à Gabriel Attal, Michel Barnier, à votre avis, Michel Onfray? Oui, d'abord, vous savez, il y a eu la querelle des anciens et des modernes au XVIIe siècle. On y a droit, là, l'ancien et le moderne. Exactement. Évidemment, je suis du côté des anciens dans cette aventure. Et on voit l'insolence de ce garçon à qui est tout souri, Gabriel Attal. Je parle de Gabriel Attal, bien sûr. On avait une vidéo qui a été montrée, c'est un petit garçon, où il faisait du théâtre, et son père lui a dit « Mais si tu veux réussir, il faut faire du théâtre ». Il a entendu ce que dit son père, il a fait du théâtre et il a réussi. Mais il a réussi courtement, brièvement. Enfin, le voilà à la porte. Il est au chômage, Gabriel Attal. Pas vraiment, parce qu'il est député et il dirige la. Et puis il attend le parti. Il attend son heure. Donc, macroniste à la je veux dire, quand on était Premier ministre, il y a juste une marche au-dessus. Et là, pour le reste, vous êtes obligé de faire tapisserie. Vous attendez, quoi. Bon. Et dans ce que dit Michel Barnier, beaucoup d'ironie, beaucoup de subtilité, beaucoup de délicatesse, le contraire de l'insolence, c'est-à-dire une façon française de manier la langue. Et on n'a pas l'impression que c'est une espèce de clone avec quelqu'un qui, je ne vais pas parler d'oreillette, mais enfin quelqu'un qui serait le ventriloque d'un communicant qui lui aurait fait savoir ce qu'il fallait dire. Là, on sent bien que c'est improvisé, c'est du cousu humain, c'est fait sur mesure, et il répond à l'insolence qu'on lui a faite avec, non pas de l'insolence, mais une légère ironie très française, et une façon assez distinguée de montrer effectivement que ça fait un petit moment que les insolences sont au pouvoir. À un moment donné, dans ce discours, Michel Barnier dit « Nous, on ne va pas trop parler, on va agir ». Ça aussi, c'est une insolence majeure, mais c'est joliment enveloppé, c'est joliment dit, et c'est tellement vrai. Donc bon, sur le reste, après, je ne me fais pas d'illusions. On sait à quelle sauce on va être mangé, on connaît le plat, le menu est unique. Encore un tout petit mot pour écouter Michel Barnier, ce qu'il veut faire à Matignon, une période utile pour la France, dit-il. Et surtout, il dit qu'il veut entendre les souffrances, le sentiment d'abandon. Il dit aussi qu'il veut agir plutôt que parler. Écoutez cet extrait qui a beaucoup fait agir à gauche parce qu'il évoque les gens d'en bas. Il dit qu'il faut respecter les gens d'en bas et ça a beaucoup fait réagir à gauche. Le gouvernement n'aura pas la prétention de croire que la science infuse vient seulement de lui. J'ai appris dans ma longue vie publique que les bonnes idées venaient de partout, d'ailleurs, souvent des gens les plus modestes ou les plus simples, quand on prend le soin de les écouter. Et j'ai bien des exemples en tête de progrès, petits ou grands, qui ont été accomplis grâce à des idées, de bonnes solutions apportées par les gens d'en bas. Ça vous choque, le fait qu'ils disent les gens d'en bas? C'est une expression que vous utilisez aussi. Vous dites qu'il y a beaucoup de sagesse dans le peuple. Ça vous choque pas parce que ça fait bondir la gauche? Oui, les gens d'en bas, la gauche n'aime pas beaucoup les gens d'en bas. Hein. Ça se sait depuis un petit moment. Ça fait longtemps qu'elle a laissé tomber. Il trouve que c'est méprisant. Oui, non, mais puis même, on a laissé tomber le prolétariat, on a laissé tomber le peuple. Quiconque défend le peuple pour quelqu'un de gauche est un populiste. Eux, ils ont choisi un néo-peuple fabriqué avec les créolisés, les métis, les homosexuels, les transsexuels. Ils l'ont dit depuis très longtemps. C'était Terra Nova, d'ailleurs, qui avait fait savoir que les prolos laissaient-les partir. Moi, je veux bien, mais ce que j'attends, c'est que Michel Barnier passe à l'acte. S'il veut écouter les gens simples et les gens modestes, qu'il fasse des référendums, qu'il obtienne des référendums et qu'il demande au peuple ce qu'il en pense véritablement. C'est une occasion de sortir de la crise.
Alors voilà quelqu'un qui nous dit il faut écouter le peuple, il nous dit des choses sensées, etc. Je veux bien, je veux pas l'attaquer, mais enfin je veux dire, ça fait 50 ans qu'il fait de la politique. Ça fait 50 ans, il nous dit qu'il est gaulliste, mais qu'il est chiracien, qu'il est pompidolien, qu'il est sarkozyste, si on veut, mais pas gaulliste. Le gaulliste, c'est celui qui dit, moi, c'est ce qu'il dit là quand il dit. Il parle gaulliste. Il parle gaulliste. Il agit gaulliste. Et je ne suis pas sûr que quand il est agi, il est vraiment agi gaulliste. Je pense même que c'est une façon d'être ironique moi aussi, parce que je pense qu'il n'a pas été gaulliste depuis 50 ans. Ça, là, s'ils veulent devenir, pourquoi pas, hein, les conversions sont toujours bienvenues. Mais à ce moment-là, il demande au peuple, et il se débrouille avec le chef de l'État pour obtenir un certain nombre de référendums. Et ces fameuses petites gens que j'aime, eh bien, qu'il aille les solliciter en disant, puisqu'elles sont pleines de bon sens, ce que je crois, puisqu'elles disent la vérité quand on les écoute, ce que je crois aussi, puisqu'il faut les écouter parce qu'on les méprise beaucoup, ce que je crois aussi, alors qu'on ne les écoute, qu'on les méprise pas, qu'on les écoute et qu'on s'appuie beaucoup là-dessus. Plutôt que d'aller chercher 10 voix par-ci, 5 voix par-là en disant on va essayer de faire des bricolages, demandez au peuple. Que n'est-il gaulliste? Que ne sera-t-il? Je ne sais pas. Absolument, on verra. Gaulliste quand il sera vraiment... il est au pouvoir. Mais enfin, et qu'il aura formé son gouvernement. Voilà. On est sur CNews et Europe 1 avec Michel Onfray. Michel Barnier, en l'occurrence, avait en 2021, alors qu'il se tentait sa chance lors de la primaire de la droite en vue de concourir pour 2022, demandé l'organisation d'un moratoire sur l'immigration avec un bouclier constitutionnel introduit par référendum pour sécuriser notre politique migratoire et décider de quotas annuels de visas. C'est une forme de souverainisme, ça, ce qu'il demandait à l'époque. Ça s'appelle une profession de foi. Chez des gens qui ne croient pas beaucoup, les professions de foi, ça compte pas beaucoup. Ça avait beaucoup surpris à Bruxelles. Hein. On avait beaucoup à Bruxelles, on lui a énormément reproché cette prise de position. Évidemment, mais il y a Bruxelles et il y a Paris. Vous savez, c'est loin, on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas, et vous pouvez dire à Paris des choses, puis faire le contraire. À Bruxelles, il y en a beaucoup qui font ça. Quand on est vraiment très au courant de ce qui se passe à Bruxelles, on se dit, ah tiens, c'est drôle, à Paris, ils ne disent pas vraiment la même chose. Mais je rappelle que ce propos, comme si c'était taillé dans le marbre, hein, comme si Michel Barnier, il avait écrit ça quand il avait 17 ans, après avoir rencontré l'œuvre complète du général de Gaulle, et qu'il avait passé sa vie entière sur ce sujet-là. Non, sa vie entière n'est pas sur ce sujet-là. Je précise à nos auditeurs téléspectateurs qu'on entendra le général de Gaulle. C'est une petite séquence rituelle. Oui. Et que ce texte est à contextualiser. C'est ce que nous faisons, vous et moi. C'est-à-dire effectivement d'être dans les longues distances, dans les longues périodes pour essayer de comprendre, et de contextualiser, c'est-à-dire de mettre dans le contexte de ce discours, qui est un discours de... je ne vais pas dire de propagande, mais pour amener à lui-même un certain électorat des Républicains. En disant, il y a une aile droite, il y a une aile gauche, il y a des centristes, il y a des gens qui pensent la même chose que le PS, il y a des gens qui sont très opposés à la gauche, donc il y a des gens divers et multiples, et il faut un créneau. Et il a occupé ce créneau, mais qui est un créneau que je dirais médiatique ou électoraliste. Ça n'a pas marché. Je crois savoir qu'il est arrivé troisième, quelque chose comme ça. Il n'a pas été candidat et c'est resté lettre morte. Alors aujourd'hui, c'est présenté, je vous dis, comme une espèce de profession de foi qui aurait 50 ans d'âge. Non, c'est juste un texte qui, dans le contexte, a servi à ramener à lui un certain nombre d'électeurs des Républicains qui n'ont pas été assez nombreux pour qu'ils soient candidats au présidentiel. En tout cas, donc c'est quelqu'un de désavoué, si je puis me permettre. C'est quelqu'un de désavoué qui vient d'un parti... qui n'a pas été choisi par son camp. Il est minoritaire dans un parti minoritaire. Droite encore. Non, mais les Républicains ont fait 5%, et il n'a pas pu porter la casaque des Républicains au présidentiel, donc il était minoritaire dans un parti minoritaire, et il est devenu le patron de Matignon. Donc Et bien donc, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va chercher non pas des représentants du peuple, mais des minoritaires pourvu qu'ils incarnent Maastricht. On va parler du Rassemblement national. Est-ce qu'à vos yeux, c'est Marine Le Pen qui, en fait, a été l'arbitre de cette nomination? Elle avait porté un certain nombre de conditions. On sait que Michel Barnier n'avait jamais insulté les électeurs du Rassemblement national. Elle a aussi demandé un certain nombre de choses. Vous pensez que c'est elle qui, elle, se dit satisfaite de cette nomination, qu'elle dit pas de censure du gouvernement de Michel Barnier a priori, mais elle précise que le RN ne participera pas à ce gouvernement? C'est la preuve que Mélenchon a eu tort de dire qu'il avait gagné 10 minutes après l'annonce à 20h. 2 minutes. Oui, quand je dis 10, je ne savais pas si c'est 2, vous avez raison. Après l'annonce à 20h. Oui, voilà, immédiatement. Évidemment, la chose était préparée, etc. etc. Et donc, la plupart des médias, j'allais dire tous les médias, mais la plupart des médias ont repris cette fake news. Et ça traîne encore aujourd'hui. De la victoire de la gauche, c'est ça, que la gauche avait gagné. Pas gagné. Il y a un bloc qui est fait avec un certain nombre de partis qui ne pensent pas du tout la même chose et qui se mangent le nez en permanence sur l'écologie, sur l'immigration, sur le Hamas, etc. L'aile droite du PS ne pense pas la même chose que les gens du Hamas, de la France insoumise qui défendent le massacre que le Hamas a perpétré à Jérusalem. Donc ces gens-là nous font croire qu'il y a une idéologie commune à des gens qui n'ont qu'une idéologie, c'était la haine du Rassemblement national et surtout la haine des votants, des gens qui votent surtout pour le les électeurs. le mépris pour 10 millions de gens. Et là, d'un seul coup, Mélenchon
Mélenchon fait savoir, et toute sa bande fait et on va savoir l'écouter tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon. il a gagné ses élections, et là, d'un seul coup, dans son coin, Marine Le Pen dit, vous avez peut-être gagné, mais c'est moi qui décide. C'est pas Mélenchon qui est faiseur de roi, parce que Mme Castet, ça, tout le monde a compris. Castex, voilà. Oui, Première ministre mais là, on voit bien qu'effectivement, dans son coin, elle dit, comme l'empereur romain, vous savez, elle dit, ce monsieur qui Monsieur était Bertrand, là, Monsieur Bertrand, voilà. Elle dit lui, oui. Monsieur Cazeneuve, évidemment, Libération dit, voilà, le fascisme est marié avec Macron, qui dit depuis très longtemps que Marine Le Pen est fasciste et qui fait savoir qu'il faut un arc républicain, etc. Simplement, les Français comprennent tout ça. Ils entendent tout ça, et ils en ont assez de tout ça. J'ai vu un sondage, on aurait pu d'ailleurs en parler, mais un sondage qui montrait que, je crois, je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais que 62% des gens qui avaient voté au nom du barrage républicain regrettaient le vote qui a été le leur. Et oui. Bon, si les gens ont besoin de quelques leçons pour comprendre le fonctionnement de toute cette clique, c'est très bien. Il finira à un moment donné par se faire un consensus sur l'idée que peut-être Maastricht n'est pas l'horizon indépassable de la France. Un tout petit mot sur un député du RN, M. Tanguy, qui a fustigé M. Barnier en disant qu'il était un fossile de la vie politique, qu'il était connu dans tout Paris, qu'il était l'un des hommes politiques les plus stupides de la 5e, ne reprenant rien en dehors d'une fiche. Un certain nombre de bonnes âmes l'ont rappelé qu'il n'avait pas le quart de la carrière de M. Barnier. Est-ce que l'âge du capitaine, c'est pas vraiment se tromper complètement de débat, Michel Onfray? Oui, bien sûr. Non, mais c'est Brassens qui dit que l'âge de faire rien à l'affaire, quand on est con, on est con. On est 20 ans, qu'on soit grand-père. J'aime bien ça. On est con, on est con. Entre nous, plus de controverses, etc. Exact. C'est une belle chanson de Brassens. Et donc, oui, moi, je ne regarde jamais à l'âge. D'abord, tous ces gens qui regardent à l'âge devraient ne pas commettre l'erreur d'Ercilia Soudé, qui s'en vient parler. On va l'entendre. Voilà, d'un dinosaure, alors que le dinosaure, c'est celui qui le plus dinosaure de toute la bande politique, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui lui est septuagénaire et qu'il est le dinosaure en chef et qu'on devrait éviter de faire de la géologie en parlant de fossiles et de dinosaures. Je pense qu'il suffirait de faire un peu d'histoire, mais chez ces gens-là, oui, chez ces gens-là, l'histoire, ça n'existe pas. Donc non, et puis il y a un moment donné où il y a un peu d'ironie. Vous avez montré des images où il dit « ma longue expérience m'a permis de », etc. C'est-à-dire on transforme l'inconvénient qui vous est présenté comme tel, l'âge, en avantage en disant « mais moi j'ai de l'expérience, j'ai appris des choses ». Vous, peut-être, vous êtes en train d'en apprendre dans votre jeune âge, et un jour, peut-être, quand vous aurez mon âge et que vous aurez de l'expérience, direz-vous moins de sottises. Donc il y a aussi ça de plaisant dans la revanche des anciens sur les modernes, au moins sur la forme. On va juste écouter Jean-Luc Mélenchon qui dénonce bien sûr une élection volée, qui estime que Michel Barnier sera dans les mains de l'extrême droite, on l'a évoqué, et qui surtout estime qu'il va poursuivre la politique de la Macronie. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. Nous ne croyons pas un instant qu'il se trouvera ensuite une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter un tel déni de la démocratie. Et je ne veux pas croire que les Françaises et les Français acceptent d'être traités de cette façon, aux yeux du monde. Ils votent d'une manière et ont choisi d'une autre un Premier ministre qui n'a rien à voir avec le résultat des élections. Michel Onfray. La guerre des fossiles. Non, mais il a raison, je vais vous déconner, mais Mélenchon a raison. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Michel Onfray? Il a raison parce qu'il a dit que l'élection avait été volée au peuple. Elle a été volée par Macron et par lui. Donc il y a un moment donné où il peut dire des choses justes, des choses vraies. Emmanuel Macron, parce qu'il a dit effectivement... Mais à son insu, là. Il y a 3 blocs, personne n'a gagné, il y a 3 blocs, donc ça c'est une façon de voler l'élection. Il y a une autre façon de voler l'élection, c'est de dire j'ai gagné quand j'ai pas gagné, ou quand il dit nous avons gagné alors qu'il n'a pas gagné. Et puis après, ça continue. C'est-à-dire il y a une autre façon de voler l'élection des Français, et surtout de ceux qui ont voté pour le Rassemblement national, c'est de leur dire quand on va se partager le gâteau à l'Assemblée nationale, vous n'aurez aucune part. Jadis, précédemment, dans l'ancienne Assemblée nationale, il y avait des postes qui étaient distribués équitablement, comme ça se faisait, avec des présidences, des vice-présidences, et ça faisait partie, effectivement, peut-être du texte, mais du moins de l'esprit. Si ce n'est pas la lettre, c'est probablement l'esprit. Je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas juriste, mais ça se faisait comme ça, à une époque. Et là, on a dit, vous n'aurez rien du tout. Donc l'élection du peuple a été volée, parce que les 10 millions de gens qui ont voté pour Marine Le Pen, on leur a dit, on va faire un bloc contre vous. Donc il y a eu une première élection aux européennes, Marine Le Pen l'a gagnée. Il y a eu une deuxième élection, premier tour après dissolution, Marine Le Pen a gagné. Puis la troisième, on a dit il faut vraiment qu'on y aille. Et Mélenchon a dit nous allons voter pour Darmanin. Mathilde Panot a dit nous allons voter pour Gabriel Attal. Les écologistes ont dit nous allons voter pour la droite et les macroniens. Édouard Philippe a dit je vais voter pour les communistes. Absolument. La même chose, Xavier Bertrand qui faisait savoir les communistes, oui, il n'y a aucun problème, mais le Rassemblement national, sûrement pas. Et tous ces gens reviennent après en disant tout ce qu'ils disent. C'est-à-dire que les Français comprennent bien qu'il y a de la magouille politique, qu'il y a du bricolage de partis, que le général de Gaulle parlait des fameux politiciens, du retour de la classe politique, du retour des partis. Nous y sommes.
Macron a détruit la Ve République. Vraiment ? Le deuxième qui a détruit la Ve République, c'est... Oui. Ben oui, voilà... Elle tient encore debout. Grâce à la force des institutions, on va parler tout à l'heure des institutions. C'est-à-dire le septennat a disparu, le quinquennat l'a remplacé, l'ordre des préséances entre les législatives et les présidentielles a disparu, on a supprimé le service militaire, et puis il y a l'esprit à la lettre. Jamais le général de Gaulle n'aurait consenti à une cohabitation. Non, on va l'écouter. Jamais il n'aurait consenti à perdre des élections et à dire d'abord je reste et ensuite en restant je vais vous en remettre un coup et je vais vous punir de votre vote en vous imposant ce que vous avez refusé. Ça c'est quand même le principe de la dictature, de dire au peuple on vous consulte pour faire bonne mesure, mais quand on vous aura consulté après vous avoir gavé en vous disant voilà ce qu'il va falloir régurgiter, il y a un moment donné où de fait les élections ont été volées, mais pas par qui ils croient. Dernière séquence que je veux vous faire écouter et voir Michel pendant cette première partie de Face à Michel Onfray, c'est Ercélia Soudet de la France Insoumise, drapée dans un kéfier, qui traite M. Barnier de dinosaure, de raciste réactionnaire. Écoutez. Alors, Madame la députée, il paraît qu'on a un nouveau Premier ministre. Il est de votre majorité, j'espère. Ah bah non, pas vraiment. C'est un vieux dinosaure qui est en fait l'enfant du RN et de la Macronie, parce que vous savez qu'ils se sont mariés tout récemment là, avec la loi immigration. Ouais. Quelle chance, c'est beau, hein. Et voilà, ils ont fait un bébé. Et oui, bon, c'est un vieux dinosaure, hein. On dirait plutôt un vieux papy qu'un petit enfant. Mais et voilà, c'est comme malgré tout l'enfant du RN et de la Macronie. C'est un homme obsédé par la question migratoire, un homme avec des idées racistes, réactionnaires, un homme qui aime l'autoritarisme. C'est bien, c'est une belle réponse au vote des électeurs de cette dissolution. Ah ouais, je sens votre enthousiasme. Pour cette séquence intéressante, voire confondante, Michel Onfray. C'est les tuches, on a vraiment l'impression d'un best-of des tuches, vous savez, ou des chiens. C'est sidérant, quoi. On a vraiment l'impression qu'ils ont fait je sais pas quoi, un guignol ou c'est une plaisanterie. Pas du tout. Non, pas du tout. Quand on écoute le kéfier d'abord. Hein. Kéfier. Moi, à Caen, là, par exemple, dans la circonscription où j'habite, il y a une candidate du Rassemblement national qui s'est faite photographier avec une casquette nazie. Et effectivement, elle a jarté, c'était très bien. C'est ce qu'il faut faire, pour voir cette femme, quoi. Mais là, le kéfier, quoi. Si on arbore le kéfier, très précisément, on dit un certain nombre de choses avec ça. C'est-à-dire tout le monde est en train de nous expliquer que le moindre signe vestimentaire signifie quelque chose, la baya, le foulard, la casquette nazie, et je suis d'accord. Le kéfier aussi. C'est de dire, voilà, nous portons le costume des gens du Hamas qui ont massacré plus de 1000 personnes et qui veulent rayer Israël de la carte. Elle est enseignante, je rappelle, en dehors de son métier de députée. Là. Elle est enseignante, c'est-à-dire qu'elle a charge d'âme dans des cours de l'éducation nationale, payée par l'argent du contribuable pour enseigner probablement le kéfier, la langue française fleurie et plus un certain nombre des choses qu'elle enseigne habituellement. On fait une toute petite pause, Michel Onfray. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On continuera un petit peu à parler de politique, de la droite qui se retrouve au centre du jeu alors qu'elle n'a vraiment pas gagné ses élections législatives. Et puis on écoutera qui ? Le général de Gaulle. Ah oui. À tout de suite. Une partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, la droite se retrouve au centre du jeu avec Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et bien sûr Michel Barnier qui est nommé à Matignon. C'était inespéré pour cette formation politique qui a vu le nombre de députés réduire comme peau de chagrin lors des dernières législatives. Oui, enfin, vous savez, j'ai fait des mathématiques modernes, comme on disait à une époque. On avait les ensembles, les inclusions, etc. En fait, on est dans un même ensemble. C'est-à-dire tous ces gens défendent Maastricht. Donc, je ne suis pas étonné de voir un républicain. Je n'aurais pas été étonné de voir l'ancien Premier ministre socialiste, dont j'ai oublié le nom, l'ancien M. Cazeneuve. M. Cazeneuve. Je n'aurais pas été étonné non plus. Enfin, vous avez entendu M. Hollande aussi. Voilà. Qui a dit qu'il était certain que M. Barnier étant nommé, c'était un quitus de la part d'Emmanuel Macron au RN. Oui, c'est des gens qui auraient pu être dans un gouvernement Hollande. C'est ça qui me fait rire. Tous ces gens-là pensent exactement la même chose. Ils font de la cuisine politicienne. C'est quand même assez honteux. Jusqu'à Ségolène Royal. Ségolène Royal qui a fait des appels d'offres en disant je suis libre, je suis disponible, vous savez, si vous voulez, je peux donner mon numéro de portable pour à le l'antenne. rassemblement. Et puis après, elle était en train de lire une feuille en disant alors, j'ai déjà fait lui pourrait rester ministre. Et puis à tel poste, je pense Monsieur Machin. Toutes les bonnes volontés sont nécessaires, Michel. Bon, avançons. Personnel politique. Non, mais je réponds à votre question sur cette idée que je ne suis pas étonné par le fait que dans cet ensemble, on aille prélever l'un ou l'autre. Marine Le Pen, elle a dû dire on veut juste quelqu'un qui nous crache pas dessus. Vous nous crachez dessus déjà depuis un certain temps.
temps, donc voilà. Michel Barnier faisant l'affaire, parce qu'il est élégant, on l'a vu, et qu'il est capable de parler à des gens. Je crois savoir que quand il négocie à Bruxelles, il recevait les gens du Rassemblement national et il les respectait comme des élus. En ce sens, c'est un républicain à l'ancienne. Il est peut-être beaucoup de choses à l'ancienne, c'est peut-être les valeurs du septuagénaire, mais c'est pas mal qu'il soit capable de considérer que même s'il n'aime pas personnellement le Rassemblement national, il y a des électeurs, il y a des gens qu'on les reçoit, etc., etc. Donc que Marine Le Pen ait pu dire non, de toute façon, on a le pouvoir de nuire et on nuira aux gens qui nous nuisent, ça me paraît être de bonne guerre. À propos des institutions, justement, Marine Le Pen demande la proportionnelle, l'instauration de la proportionnelle en cas de nouvelle dissolution dans un an. Est-ce que c'est une solution ou est-ce que ça peut encore fragiliser la Ve République ? Selon vous, Michel Onfray. Une proportionnelle intégrale permet à n'importe qui d'y aller et d'avoir plus ou moins un poste. C'est pourquoi il y a eu, je ne sais plus, une vingtaine de listes aux européennes. Vous vous souvenez ? On a parlé de 4 ou 5 listes, c'est à peu près tout. Comme à la rentrée, il y a 600 romans, on choisit 10 en disant les 10 romans qui étaient... Et là, il y avait plein de gens qui s'y trouvaient en tête de liste. Alors, on nous a dit, nous, à Front Populaire, il faut y aller, il y a de l'argent à récupérer, etc. On n'ira pas. Mais il y a un moment donné où on ne peut pas dire à tout le monde, vous pouvez être candidat au présidentiel. Et c'est pour ça que le général de Gaulle avait imaginé qu'il fallait des signatures, etc., etc. Donc on a vu après qu'avec Hollande, tout a été fait pour que les signatures empêchent un certain nombre de candidats. Donc une proportionnelle intégrale, si ça permet à tout le monde d'y aller, ça va permettre à plein de gens d'être élus et ce sera extrêmement difficile. Donc ça, il faut penser... règle pas les choses. En fait. Non, oui, mais ça veut dire que quand même le principe de la proportionnelle est bon parce qu'il n'est pas normal que 10 millions de gens qui ont voté aujourd'hui comptent pour rien dans les représentations aujourd'hui. C'est pas possible, c'est pas normal. C'est-à-dire que 51, c'est pas 100%, et 49, c'est pas 0%. C'est pas ça la démocratie. Et le gaullisme, c'est pas ça. C'est de dire 51, on a gagné, mais les 49 ne sont pas morts. Même Mitterrand, sur le papier, quand il a été élu, a fait savoir qu'il devenait le président de tous les Français. Et que les 49 qui étaient minoritaires, à l'époque c'était des grosses minorités, eh bien ces 49-là, il fallait gouverner pour eux. C'est ça que les Français veulent. C'est-à-dire non pas quelqu'un qui dit j'ai compté, là les députés, donc ceux-là on va leur donner ça, ceux-là on va leur donner ça, on fait un total, ça va finir avec une calculette, pas du tout. Il faut un grand projet national auquel les gens, enfin il faudrait, je ne suis pas candidat, mais il faudrait un grand projet national au-delà des partis qui permettrait de dire mais il y a des urgences. Qu'a-t-il consulté Emmanuel Macron pendant plus de 50 jours voilà. Alors qu'on sait très bien ce que les Français pensent. Il y a un nombre de sondages incroyables qui ont été faits sur l'immigration, sur l'insécurité, sur la pauvreté, sur le pouvoir d'achat, sur la politique étrangère, etc. On n'a pas besoin de consulter qui d'ailleurs pour savoir ce qu'il faut faire. La même chose à l'époque des Gilets jaunes où Macron disait « Ah, je voudrais savoir ce que pense la France ». Un chef d'État, il a une vision. Et le général de Gaulle avait une vision. Alors, si je perds, je m'en vais. Et il parle du destin de la France, de l'avenir de la patrie. Qui a parlé du destin de la France et de l'avenir de la patrie depuis 50 jours là ? Personne. C'est « je veux pouvoir gouverner ». Michel Barnier l'a dit, l'a évoqué lors de la passation des pouvoirs. Ah oui, il est placé là. Maintenant, une fois qu'on est placé, on ne peut pas faire autrement. Il faut au minimum donner le change quand même. Ce serait le minimum pour un gaulliste, du moins qui se prétend gaulliste, de ne pas faire cette petite référence. Mais on verra. Et puis on a vu. Je pense qu'il y a des gens, on n'a pas besoin de savoir ce qu'ils feront, on sait ce qu'ils ont fait. Et ça suffit pour savoir ce qu'ils feront. 50 ans de passé, c'est parfois un passif. Et un passif, ça permet de savoir ce qu'est l'avenir chez les gens. Mais c'était plutôt une critique d'Emmanuel Macron là, que vous évoquiez à propos du général de Gaulle. Oui, mais non. Oui, enfin pour moi, c'est une critique de tous ceux qui se prétendent gaullistes, parce que c'est ça le gaullisme. C'est de dire il y a un contrat entre moi, chef d'État, et vous, le peuple. Et c'était le principe de la Ve République, c'était de dire on garde la monarchie et on garde la République. La monarchie, c'est un homme, un individu qui appuie sur un bouton atomique. Et la République, c'est que vous avez la possibilité de couper la tête du roi. Et donc, l'élection au suffrage universel direct, c'est ce qui permet de dire on garde la monarchie, c'est-à-dire que dans un homme se concentre la souveraineté nationale et populaire. Et puis, si vous voulez me couper la tête, vous en avez la possibilité. La guillotine, ça s'appelle un référendum, ça s'appelle des élections. Je perds des élections, vous me coupez la tête, je m'en vais. Ma tête tombe. Ceux-là disent « Ah ben non, si je perds les élections, évidemment, je reste ». Et ce que je ne supporte pas, ce sont tous ces gens qui, Mitterrand, Chirac, mais Giscard avant lui, qui lui avait pensé que peut-être il pourrait ne pas gagner les législatives, il les a gagnées, mais avait envisagé de rester et de se replier. Alors j'ai dit d'ailleurs une erreur à une époque, j'avais parlé de Versailles, je crois, et Jean-Frédéric Poisson m'avait dit non, c'est pas Versailles, c'est Vincennes. J'avais oui, je pense qu'il est élu là-bas. Il m'avait dit c'est ponctuel, mais enfin, donc il avait raison de me faire remarquer. Mais Valéry Giscard d'Estaing avait imaginé que il resterait comme une espèce de monarque. Il gardait le monarque, mais finalement il supprimait la République. Alors que là, le monarque dit la République ne voulant plus de moi, puisque la République c'est vous et c'est la souveraineté. Évidemment, dit-il, je m'en vais.
Et eux disent évidemment je reste. Et bien évidemment, tous ceux qui pensent que quand ils ont perdu les élections, ils restent, et que quand ils ont perdu les élections, ils vont imposer quand même leur vision des choses, d'abord sont des dictateurs, en herbe ou pas, mais des dictateurs, mais sûrement pas des gaullistes. On est sur CNews et sur Europe 1 avec Michel Onfray. 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée, Michel, cette semaine. Michel Barnier a d'ailleurs affirmé que l'école resterait la priorité du gouvernement, avec d'autres, évidemment, grands chantiers. Il y a beaucoup de nouveautés en cette rentrée scolaire, la mise en place des groupes de besoins en français, en mathématiques, c'est pour pas dire les groupes de niveau. C'est Mme Belloubet qui a rebaptisé ces groupes de niveau qui étaient souhaités par Gabriel Attal, le téléphone portable interdit dans certains collèges, l'uniforme qui est testé dans certains établissements, la réforme du brevet, de nouvelles évaluations en CE2 et CM2 et évidemment un préavis de grève de certains syndicats pour le 10 septembre. Est-ce que ça vous étonne ? Est-ce qu'il n'y a pas une grande inquiétude au fond, à la fois du côté des professeurs, et on peut l'entendre, ils sont menacés, ils sont en première ligne, du côté des parents d'élèves aussi. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude ? Oui, bien sûr. Non, mais déjà, quand on regarde les signaux, ils sont terribles. C'est-à-dire qu'on lit de moins en moins, on est de plus en plus illettré quand on arrive en 6e, on a de moins en moins le goût des livres, et moi je le vois comme auteur. Effectivement, on a perdu un lectorat. Ça fait depuis le temps que j'existe sur le marché du livre, je dirais. Plus de 50 ans non, pas 50, moins. Mais 89, on dirait. 89, moins que Michel Barnier. Oui. Non, mais je suis plus proche de lui que d'Attal en termes d'âge. Et ça structure aussi une façon d'être, de faire. Cette façon de manier la langue française, avec de l'ironie, avec de la drôlerie, avec de l'humour, avec de la distance. Du vocabulaire. Du vocabulaire, bien sûr. Et non, il y a les anciens et les modernes dans cette aventure. Et il y a une école moderne, pour le coup, et une école ancienne. Je pense que les politiques ne travaillent pas. Quand ils sont tous en train de se bouffer le nez là, sur des histoires de alors, on va présenter machin, mais non, c'est plutôt bidule, etc. Juste pour avoir les voitures avec les gyrophares et ce genre de choses. Ils n'ont pas le souci de la France. Avoir le souci de la France, c'est de dire qu'il y a des problèmes en matière de justice. Il y a des problèmes en matière d'hôpitaux, en matière d'éducation, etc. Pour le coup, en matière d'éducation, il faut tout refondre du début jusqu'à la fin, tout reprendre. Il ne s'agit pas de dire « Ah, on reprend une école avec les instituteurs, les vieux hussards de la République, etc. » Encore que, il y a tellement de choses intéressantes à voir qu'il vaut mieux plutôt aller voir de ce côté-là. Il ne s'agit pas non plus de dire « Ah, mais tout ce qui est moderne, c'est sûrement pas, quoi. On laissera ça de côté. » Non, c'est de dire « Travaillons avec des gens qui sont susceptibles de faire un projet pour la France, en général, destin de la nation, avenir de la patrie. » C'est pas qu'est-ce qu'on va faire pour la rentrée prochaine. C'est pas non plus l'objectif de dire est-ce que je vais pouvoir laisser mon nom à une réforme de l'éducation nationale. Une petite réforme. Oui, il faut vraiment un gros projet de société sur ce sujet-là, gros projet de société sur la prison, gros projet de société sur la santé, gros projet de société sur la province, gros projet de société écologique, etc. Enfin, ce sont des gros travaux qu'il faut faire, pas seulement avec des technos qui vont faire des rapports que personne ne lira. On présentera à la télévision un gros rapport de 1500 pages, puis on mettra à la poubelle. Non, un chef d'État qui a vraiment le souci du plus tard, je dirais, de l'après-lui. C'est ça un grand chef d'État. C'est quelqu'un qui dit « Je ne durerai pas éternellement comme chef de l'État, mais même physiquement et personnellement, au-delà de moi-même, dans 100 ans, dans 500 ans, que restera-t-il de la France ?» Et si effectivement on n'a pas fait ce qu'il fallait pour apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser aux enfants qui viennent dans les écoles aujourd'hui, évidemment, on fabrique de la chair à canon contemporain. Michel Onfray, on va écouter juste Jean-Michel Blanquer qui publie un livre en cette rentrée qui s'appelle « La citadelle au cœur du gouvernement » chez Albin Michel, qui revient sur les réformes qu'il a menées. Il était notre invité cette semaine sur CNews et Europe 1. Il affirme aussi que le fait de changer trop régulièrement de ministre, évidemment, rend la tâche compliquée. On l'écoute. Ce qui est très intéressant, si on se reporte à 2017, c'est que quand ces chantiers arrivaient, c'est-à-dire on disait le bac est à bout de souffle, on disait APB ne marche pas, on disait mais est-ce que ce nouveau ministre va avoir le courage de prendre ça à bras-le-corps? Est-ce qu'il va avoir le courage de rester 5 ans? Est-ce qu'il va avoir le courage d'affronter toutes les oppositions qu'il y a dans ce cas-là, qui viennent de gauche, de droite, de partout? 5 ans plus tard, je l'ai fait. Mais les gens qui disaient ça, peut-être vous-même, 5 ans plus tard, ont comme oublié que c'était ça le contrat. C'est-à-dire qu'il fallait traverser... parce que dans matière d'éducation, si c'est tous les ans un nouveau ministre, on ne changera jamais rien dans ce... C'est un peu le cas. C'est tous les ans où... Là, lui, il a eu une vraie longévité, mais après, il y a eu un turnover sur les ministres de l'Éducation nationale qui donne le tournis, Michel Onfray. Oui, écoutez, moi j'ai dit du bien de Jean-Michel Blanquer tout au départ, quand il a dit des choses extrêmement simples, du genre il faut apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser. Bon. C'est ce que je Jusqu'ici, tout va bien. Ben oui, mais ça devrait être le programme minimum. Et pour le coup, quand je parlais tout à l'heure d'une vraie refondation, c'est comment apprend-on à lire, comment apprend-on à compter, à penser, etc. Et il me sollicite en me disant, écoutez, j'aimerais bien vous rencontrer, j'aimerais qu'on puisse parler ensemble, etc. Je voudrais vous inviter, tel jour, telle date, etc. Et je lui dis, écoutez, moi, les trucs avec 12 personnes, ça ne m'intéresse pas. S'il s'agit juste de dire, je suis invité au ministère, et puis...
Non, ça ne m'intéresse pas. Et il me dit, non, on déjeune tous les deux, tête à tête. Et j'ai dit, bon, dans ce cas-là, je veux bien. Je suis allé au ministère, nous avons déjeuné. Il est très sympathique, très aimable, très cultivé, très gentil. C'est un homme charmant. Et puis après, il m'a dit, comment voyez-vous les choses? Et je lui parle d'un certain nombre de choses, dont la philo au primaire. Je lui ai dit, mais on peut démarrer. Moi, on avait fait un atelier de philosophie pour enfants avec l'Université populaire. Je lui ai dit, on pourrait démarrer la philosophie très tôt. Il me dit, mais quand? Je lui ai dit, dès la scolarisation. Mitterrand, qui était un grand révolutionnaire, avait dit, on pourrait commencer en première. Je lui ai dit, non, commençons dès la scolarisation, dès l'école. J'ai un petit-fils, j'ai une petite-fille, je vois bien comment on peut faire de la philo. Sur les grandes notions, voilà, de la philo. Non, pas forcément les grandes notions, sur l'art de répondre aux questions ou sur l'art de formuler les questions pour les enfants qui se posent des questions majeures. Pourquoi on meurt, pourquoi on aime, qu'est-ce que c'est que le temps, toutes ces choses-là. Ah, mais il dit, formidable, pourriez me faire une note là-dessus, etc. Je dis, pas de problème, je fais une note. Et il me donne ses coordonnées personnelles, et puis on parle un peu d'autre chose, et puis je lui envoie ça dans la foulée. Jamais répondu, jamais rien du tout. Donc il y a eu ce Blanquer. Il y a eu ensuite, alors non, il a été formidable tant qu'il a cru qu'il ne serait que ministre et qu'il avait des idées, etc. Puis après, je pense qu'il s'est mis dans la tête qu'il pouvait être Premier ministre. Et ça a changé les perspectives chez ce monsieur qui est devenu un autre homme. Et là, il a commencé à faire des concessions au wokisme. Et je me suis dit, on perd un homme dans cette aventure, on gagne un homme politique. Jean-Michel Blanquer, vous êtes sûr que vous ne parlez pas de son successeur? Non, justement. Et puis, on a bien vu, au deux moments, vous savez comment ça se joue, surtout avec Macron, ça vous passe sous le nez, et il y a des gens qui ont fait savoir, probablement, en agitant un peu la cloche sous le nez, là, en disant « Ah, je pense à toi ». D'ailleurs, il le dit, je n'ai pas lu Jean-Michel Blanquer, mais je l'ai entendu en parler, il dit à un moment donné, non, j'ai lu des bonnes feuilles, où il dit à un moment donné que Emmanuel Macron lui a fait savoir qu'il fallait qu'il se prépare. Entendu, préparé à plus et mieux. Et puis ça lui est passé sous le nez. Et je pense qu'à 2 ou 3 reprises, il l'a cru, etc. Il ne faut jamais humilier un homme. Et là, il y a le 3e Blanquer qui écrit dans ses mémoires-là que... etc. Bon, d'accord, très bien. Tout ça est très humain. Moi, j'avais bien aimé le premier. Le 2e m'a fort déplu. Et le 3e est quand même assez peu sympathique. Mais il peut redevenir un 4e où il reprendrait un peu le dessus en disant, bon, allez, au-delà du ressentiment... faisons les choses ailleurs ou autrement. Après, je ne sais pas ce qu'est son avenir, je ne sais même pas ce qu'est son présent, mais il a été un grand ministre de l'Éducation nationale dans quelques mois ou quelques années, 2 ans, ça a dû durer 2 ou 3 ans. Et oui, c'était un... 4 années. 4 années. Donc, et il parle aussi beaucoup d'Emmanuel Macron, des dessous comme ça du pouvoir, en disant voilà, que l'étoile d'Emmanuel Macron s'est assombrie au fil des quinquennats, du 2e quinquennat. Écoutez, moi je dis depuis très longtemps que la Ve République, c'est un caractère, c'est un tempérament, c'est un style, c'est un homme. Et que quand on a le style, le caractère, le tempérament d'Emmanuel Macron, c'est assez problématique. J'avais utilisé des mots que vous m'aviez modérés. Comme toujours, je suis modératrice. Je ne les reprendrai pas, mais je veux dire qu'il y a effectivement un problème de nature psychologique. C'est un personnage qui est à la tête d'un État puissant. Et pour mener un État puissant, il faut avoir soi-même une puissance. Quand on n'a pas cette puissance, effectivement, c'est catastrophique. Et c'est catastrophique parce que ça touche ponctuellement la défense, la police, l'armée, la culture, enfin tous les domaines où vous contaminez. Si vous êtes un grand homme, vous faites un grand État, vous faites un grand peuple. Si vous êtes un petit homme, vous faites un petit État et un petit peuple. Encore un sujet, Michel, que je voulais aborder avec vous, c'est la montée de l'antisémitisme partout en Europe. Alors qu'on a commémoré la prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich les 5 et 6 septembre 1972, une attaque a eu lieu cette semaine devant le consulat d'Israël à Munich. Est-ce que c'est une nouvelle manifestation de l'antisémitisme liée à ce qui se passe entre Israël et le Hamas ? Écoutez, je travaille à un livre qui s'est un peu imposé à moi depuis le 7 octobre, parce que je ne savais pas à quel point j'avais raison. J'avais fait un papier pour Le Figaro sur l'antisémitisme de la gauche. Cette histoire de la résistance a toujours été de gauche, la collaboration a toujours été de droite, c'est faux. Il y a eu de la droite et de la gauche dans la résistance, et il y a eu de la droite et de la gauche dans la collaboration. C'est la même chose avec la question de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est de droite et de la gauche, etc. Je dis non, c'est pas vrai. Il y a des antisémites à droite et à gauche. Et c'est pas parce qu'il y a eu Pétain qu'il n'y a pas eu un certain nombre de gens qui, à gauche, étaient antisémites. Et j'ai donné un certain nombre de noms. Et j'ai été moi-même étonné par ce que je trouvais en travaillant. Et je me suis dit, mais en philosophie, ça donne quoi? Et je vous assure que je tombe des nues, de Alain à Jean-Luc Nancy, ou même à Alain Badiou, s'il faut parler de vivant. Je dirais, Alain Badiou dit quand même à un moment donné, il invite les Israéliens à oublier l'Holocauste. À oublier l'Holocauste. En passant par Beauvoir, par Sartre, par Garaudy, négationniste, de gauche, lui aussi, communiste, etc. Et il y a donc effectivement une espèce d'antisémitisme de gauche qui imbibe, ou qui pourrit plutôt la gauche culturelle, qui elle est au pouvoir depuis au moins mai 68.
Donc ça veut dire effectivement que, là vous parlez de 72, Zvi Plenel a écrit des lignes, mais on devrait... 11 athlètes israéliens assassinés par l'organisation palestinienne Septembre Noir. Défense de cet assassinat par Zvi Plenel. Défense de cet assassinat à l'époque par Jean-Paul Sartre et par un certain nombre d'intellectuels qui ont estimé tout ça tout à fait défendable. Et d'autres aujourd'hui qui portent le kéfier, la même Madame Mercedes Soudé, qui est solidaire de ces gens-là. C'est ça qu'il faut dire tout de même. Le danger de la démocratie aujourd'hui, c'est le Rassemblement national, pendant que des gens nous disent que finalement, cette cause-là était juste et qu'en 72, ils ont bien fait de tuer des athlètes israéliens qui ils peuvent continuer aujourd'hui à en massacrer plus de 1000 et que c'est tout à fait défendable aussi. Et en détenir en otage et les abattre. Mais absolument. Et donc, il y a un moment donné où il faut se dire que... je ne crois pas, moi, que les Français soient antisémites, mais je pense qu'effectivement, il y a un fond d'antisémitisme dans la gauche culturelle qui domine. C'est-à-dire, vous voyez, il y a eu, on l'a dit cette semaine aussi, un professeur à Toulouse, et qui a été un sympathisant du Front de gauche, ou je crois un militant du Front de gauche, ou du parti de gauche, mais qui a tenu un discours tout à fait pro-Hamas dans son cours. Vous avez à Sciences Po exactement la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a une espèce de corruption intellectuelle, enfin une corruption chez les intellectuels de gauche, et qui est une corruption antisémite. Et que d'une certaine manière, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui défend les Juifs, c'est Marine Le Pen. Oui, son père était d'extrême droite, était pétiniste, était vichiste. J'ai lu les 2 tomes de ses mémoires et c'est clair. Sur 1000 pages, Jean-Marie Le Pen est effectivement un homme d'extrême droite. Marine Le Pen, c'est pas le cas. Elle a même très exactement dit le contraire. Donc, quand on voit aujourd'hui qu'il y a des actes antisémites et qu'un Jean-Luc Mélenchon n'est pas au tribunal après avoir dit que l'antisémitisme était résiduel, absolument. Les chiffres sont en expansion et lui, il nous dit c'est résiduel, c'est-à-dire il ne reste pas grand-chose. Il n'est pas au tribunal, il n'est pas interdit de médias, il n'y a pas de plainte qui soit portée contre lui après qu'il lui dit une chose pareille. Donc oui, je pense que 1972 est l'occasion de nous souvenir que ça a eu lieu et qu'il y a quelque temps, le 7 octobre, ça a continué exactement sur le même principe et qu'il y a aujourd'hui des gens, Ercilia Soudé, un certain nombre de gens de la France insoumise, et je rappelle tous ceux du nouveau Front populaire qui n'ont pas vu grand-chose à dire quand il a fallu faire barrage, sous prétexte de faire barrage à une anti-républicaine, qui, eux, ne sont pas gênés du tout par le fait d'être anti-républicains quand il faut l'être. Merci beaucoup, Michel Onfray. C'est passé à la vitesse de la lumière, cette première émission face à Michel Onfray. La deuxième de la saison, pardon, la deuxième. Oui. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des péripéties politiques. Merci beaucoup, Michel Onfray, sur CNews et sur Europe 1.